Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes arrivés donc à la dernière séance de notre cours et nous commençons aujourd'hui par la partie de phonétique. Je vous avais dit la dernière fois qu'il n'y aurait pas eu de fiche de phonétique, mais en réalité, il y a encore une dernière fiche consacrée aux tendances phonétiques actuelles ou à des procès qui ont commencé déjà depuis longtemps, mais qui continuent encore aujourd'hui. Et donc, on verra rapidement cette tendance, disons, à partir de quelque chose qui est connecté avec ce qu'on fera dans la partie d'histoire externe, c'est-à-dire les suffixes pour, tout d'abord pour les noms de peuple. Donc, j'imagine que vous pouvez constater dans la langue française qu'il y a une distribution quelque peu aléatoire des suffixes et wa pour les noms de peuple, c'est-à-dire on dit anglais, mais on dit chinois. Alors cela est dû aux conséquences de l'évolution phonétique que nous avons abordées déjà à partir du XVIe siècle. En fait, vous savez que les formes euh, et sont une évolution, disons, d'abord popularisante qui s'est imposée pour les imparfaits et pour les conditionnels, pour les temps verbaux, donc, tandis que en général, le diphtongue OI a évolué dans l'évolution phonétique jusqu'à ouais, jusqu'à wa, pardon, comme on dit aujourd'hui. Or, ces deux suffixes peuvent former les deux des noms de peuples. Normalement, les formats est sont les plus anciennes et les formats wa sont les plus récents, comme c'est le cas de l'exemple que je vous ai donné, donc anglais et chinois, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on constate que, pour des raisons qui ne sont pas connues, par exemple, le japonais, qui est une formation assez récente, est fait avec le suffixe le plus ancien. Euh, une chose analogue se produit pour ce qui concerne les formes féminines des fonctions, des métiers, etc. Là aussi, on a deux suffixes qu'on peut utiliser de manière à peu près aléatoire, le suffixe euse et le suffixe heure. Mais là aussi, il y a une des suffixes qui est plus archaïque, disons, plus ancien, et c'est la forme euse. Souvent, les formes en euse, en fait, sont les plus anciennes. Là aussi, si vous vous souvenez, la forme euse est due à une prononciation parisienne typique à partir du XVIe siècle, dans laquelle le R spirantise en S. Et donc, ce sont les formes qui sont les plus normales, les plus communes pour les fonctions à la forme féminine. Donc, on a par exemple la forme chanteuse, alors que les formes en heure, ce sont les formes normalement plus récentes, c'est-à-dire plus récentes, introduites plus récemment dans la langue. Par exemple, c'est le cas de la forme professeur. Là aussi, cette idée de suffixe euse et heure, des suffixes pour les formes féminines de fonction, est liée à une idée qu'on développera plus tard dans la partie d'histoire externe, c'est-à-dire l'idée du langage inclusif ou du langage épicène qui a commencé à être développé à la fin, surtout à la fin du XXe siècle, et qui continue encore aujourd'hui d'être discuté. On le verra dans la partie d'histoire externe. Maintenant, je voudrais passer, pour terminer l'analyse de cette fiche, à une tendance évolutive. Vous savez, je vous ai déjà dit que la phonétique, l'évolution phonétique ne s'arrête jamais. Il y a une continuation, même si, évidemment, euh, la scolarité, donc le fait qu'on ait fixé une sorte de phonétique de prononciation qu'on enseigne à l'école, a rendu beaucoup plus lente cette évolution. Mais il y a encore une tendance évolutive dans la phonétique. Par exemple, on constate dans la langue actuelle une tendance à la disparition de la distinction entre les voyelles ouvertes et les voyelles fermées, notamment pour ce qui concerne le et. Alors, vous avez là des exemples. La graphie AI, normalement, coïncidait avec un et ouvert, alors que le et avec l'accent aigu
désigne le et fermé. En fait, il y avait une distinction assez nette entre la forme les avec et ouvert, AI, et la forme les, ainsi qu'entre la forme des et la forme des. Dans la langue parlée aujourd'hui, et notamment en particulier dans la langue orale parisienne, on constate que ces deux formes ont tendance de plus en plus à se confondre. Donc finalement, la distinction entre voyelles ouvertes et voyelles fermées est instable et est en train de s'estomper, de disparaître. Cela n'est pas encore le cas tout à fait pour la Suisse, mais c'est une évolution en cours de route. Donc, sans doute, même en Suisse, de plus en plus, on aura tendance à confondre et ouvert et fermé. C'est encore une fois une tendance à l'évolution vers la simplification de la phonétique, si vous voulez. On assiste après à d'autres phénomènes tels que des accidents de l'évolution, c'est-à-dire des phénomènes qui ne sont pas réglés normalement par les exigences des lois phonétiques, mais qui font partie des phénomènes qui, comment dire, créent des formes particulières à l'intérieur de l'évolution phonétique. Un de ces cas est le cas des métathèses, c'est-à-dire l'inversion de certaines lettres dans la prononciation, on commence à inverser certaines lettres parce que c'est plus facile d'une certaine manière de les prononcer. Et puis ensuite, ce type de prononciation reste et est, comment dire, certifié aussi par la langue écrite. Un cas que je ne vous ai pas évoqué, c'est un cas très ancien, très archaïque, est le cas de fromage. En fait, la forme fromage vient du latin formaticum, donc O-R-M. Il y a eu une anticipation du R parce que ça s'accompagnait bien avec la prononciation entre F et O. C'est le même cas pour la forme dont je vous donne l'exemple, la forme bévrage, ancien français, qui a donné par métathèse, donc par inversion, encore une fois, d'un R qui se combine bien avec la prononciation du B, a donné la forme actuelle breuvage. Une autre forme de ce type est la dissimilation, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux consonnes identiques à l'intérieur d'un certain mot, très souvent, pour mieux distinguer le mot, disons d'une certaine manière, on a tendance à dissimuler les consonnes, c'est-à-dire à employer deux consonnes différentes. Un exemple est, par exemple, la forme médiévale pérérin, qui dérivait de manière étymologique du latin peregrinum, avec deux R, donc, qui, par dissimulation, a évolué en pèlerin, qui est la forme actuelle. Donc, un des deux R a été remplacé par un L, qui est une consonne qui est de la même nature. Il s'agit d'une consonne liquide, qui donc se combine bien avec le R, mais qui permet une différenciation entre les deux consonnes. Un autre cas qu'on a déjà vu et que je résume maintenant parce que c'est un cas qui est encore actuel, qui est encore productif. Il y a encore dans certains cas des formes d'hypercorrection dans la langue moderne. Les deux exemples que je vous donne, par contre, ce sont des exemples tardifs, anciens, pardon. Notamment le cas de asperge, qui vient du latin asparagum, qui donc aurait dû avoir un A, un double A, asparge finalement, ainsi que la forme serpe, qui vient du latin sarpa et qui aussi aurait dû avoir un A. Dans les deux cas, en fait, il s'agit d'un A en position entravée qui donc n'évolue pas en E. Cette hypercorrection est due en effet à la tendance qu'on a remarquée à partir du XVIe siècle de transformer en A les et ouverts suivis par R. Donc, puisque dans plusieurs cas, dans une prononciation populaire, le et ouvert suivi par R devenait un A, on a eu tendance à faire attention à ne pas exagérer dans cette évolution et donc à reconduire au et ouvert ces formes qu'on avait transformées en A. Mais du coup, ainsi faisant, on a reconduit à et aussi des formes que de manière étymologique avaient des A qui correspondaient parfaitement à l'étymologie. Et c'est le cas des deux exemples que je vous ai
évoquer maintenant. Finalement, on a souvent parlé du phénomène de l'analogie, c'est un phénomène qui est encore très important encore aujourd'hui. Là, je vous donne un exemple d'analogie, encore une fois, qui remonte à l'époque médiévale, à la fin de l'époque médiévale. Dans l'évolution des formes verbales, à cause du déplacement de l'accent tonique, euh, un même temps verbal avait parfois des radicaux différents. C'est le cas, par exemple, du verbe lever. Quand vous voyez, la première personne, à cause du déplacement d'accent, avait la diphtongue ie. Donc, on disait lief. Or, puisque la plupart des autres formes du présent du verbe lever n'avaient pas de diphtongue à cause de la position de l'accent, on a donc reconstruit une première personne, lève, pour permettre d'avoir le même radical avec les formes du pluriel. Nous levons, vous levez, il lève. Donc, on n'a pas de diphtongue et on a adapté la forme de la première personne qui, par contre, avait une diphtongue par analogie pour avoir toujours le même radical. La même chose s'est passée pour le verbe aimer. Je crois qu'on l'a déjà anticipé dans une autre séance. Dans ce cas, c'est le phénomène contraire, c'est-à-dire que les formes du singulier avaient, dans ce cas, une diphtongue, AI, qu'on prononçait est, alors que les formes du pluriel, puisqu'il y avait des placements d'accent, n'avaient pas cette diphtongue. En fait, la première personne du pluriel, du présent de l'indicatif, se disait amant. Mais à cause de l'analogie, encore une fois, pour obtenir toujours euh, le même radical, on a transformé ce A en diphtongue et donc on a obtenu les formes actuelles. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. Et de cette manière, tous les radicaux du présent de l'indicatif du verbe aimer ont le i et la diphtongue ai qui n'avaient pas dans la langue médiévale. Cela, c'est pour vous dire encore une fois la force de la loi de l'analogie, qui est une tendance qui est encore productive aujourd'hui. D'autres cas d'analogie, on les remarque non pas dans les paradigmes verbaux, mais dans certains substantifs, par exemple. Et c'est-à-dire que à partir d'une forme bien attestée, c'est le cas par exemple de l'infinitif du verbe cuire, on a transformé la phonétique d'autres formes dérivées par le verbe cuire, qui en principe, du point de vue étymologique, n'avaient pas la même prononciation, on les a par analogie assimilées au verbe cuire. Le cas par exemple de cuisine qui se disait anciennement cuisine. Donc ça c'est la forme étymologique cuisine, mais à cause du fait que le verbe cuire était très utilisé et qu'on avait l'habitude d'utiliser cette prononciation UI, on a adapté la forme cuisine, à la forme cuisine pour conserver cette même radicale qu'on trouve dans le verbe. Même chose pour l'autre substantif cuisson, qui aussi avait une autre prononciation à cause de son étymologie. Ça se prononçait cousson dans la langue ancienne. Et encore une fois, la force du radical du verbe cuire s'est imposée et il a transformé la forme ancienne cousson dans la forme actuelle cuisson. Euh, Autre cas qui vous montre encore un cas de métathèse aussi, c'est une métathèse analogique, c'est le cas de pauvreté. Pauvreté est refait à partir de la forme pauvre, mais en réalité, en suivant l'étymologie normale du mot, cette forme se disait anciennement pauvreté. Ça, c'est la forme qui correspond le plus à l'étymologie. Donc là, vous avez une métathèse, une anticipation du R, mais qui est due à l'analogie avec l'adjectif pauvre qui était très répandu. Et donc, une fois, on a commencé à appliquer la même prononciation aussi au substantif dérivé pauvreté. Et je termine cette fiche avec une question qui ne concerne pas strictement la phonétique, mais plutôt la syntaxe. C'est une chose qu'on a déjà vue dans l'examen des textes la semaine passée, que je voulais vous mettre aussi dans une fiche de phonétique pour que ce soit clair. C'est l'extension de l'emploi du pronom impersonnel on,
qui était d'habitude utilisé uniquement pour la troisième personne impersonnelle et qui est aujourd'hui utilisé surtout à la place du pronom de deuxième personne plurielle, c'est-à-dire à la place de nous, de première personne plurielle, excusez-moi, c'est-à-dire à la place de nous. C'est un phénomène qu'on a vu, par exemple, dans l'extrait du Voyage au bout de la nuit de Céline la semaine passée. Et comme ça, c'est tout pour la phonétique, pour le programme de phonétique. Je vous annonce aussi que j'ai ajouté au PowerPoint de phonétique deux nouvelles fiches concernant l'évolution phonétique d'un mot. Et il s'agit des mots seigneur et du mot oiseau, dont on a parlé la dernière fois aussi dans la partie des textes. C'est tout donc pour la phonétique. On passe maintenant au lexique. Pour la partie lexicale, nous avons deux dernières fiches à voir et c'est un peu la continuation de ce qu'on a fait dans la dernière séance, c'est-à-dire je voudrais vous montrer très rapidement, de manière très synthétique, quelques méthodes utilisées encore aujourd'hui pour la création des nouveaux mots, c'est-à-dire pour les néologismes. En particulier, on peut dire que la plupart des nouveaux mots créés encore aujourd'hui sont créés par dérivation ou par composition. Ce sont les deux systèmes les plus féconds, les plus productifs dans le cas de la formation de nouveaux mots. Euh, un autre phénomène qu'on peut constater, c'est la tendance de plus en plus marquée dans les dernières décennies, dans l'époque moderne, disons, à la siglaison, c'est-à-dire au fait d'utiliser des sigles. C'est le cas, par exemple, de SIDA, dont on a presque oublié qu'il s'agit en réalité d'un acronyme, d'une sigle. Et c'est aussi le cas de CAPES. À partir de CAPES, par dérivation, on a même construit d'autres mots tels que par exemple le substantif capésien. Un autre phénomène important pour la création de nouveaux mots est la troncation. Alors là, je vous en donne quelques exemples de plus connus, disons, de plus utilisés. C'est le cas par exemple de l'expression chemin de fer métropolitain qui a été créé au début donc de la création des lignes métropolitaines, effectivement souterraines. À partir de cette expression qui était très longue et donc dans la langue parlée était souvent synthétisée, on a commencé à parler uniquement de métropolitain. Encore aujourd'hui d'ailleurs, dans quelques arrêts de métro parisiens par exemple, vous voyez écrit métropolitain. À partir de ce mot, qui est déjà en soi une synthèse, on a obtenu par troncation l'expression métro, qui est le mot le plus normal dans lequel on s'exprime aujourd'hui. Même chose pour beaucoup d'autres mots. Par exemple, télévision, qu'on a réduit à télé, cinématographe, qui est l'expression originale, qu'on a d'abord réduit à cinéma et ensuite, avec une deuxième troncation, cela pour vous dire jusqu'à quel point la troncation est utilisée. Encore aujourd'hui, on est arrivé à ciné. Automobile, aujourd'hui on parle d'auto, et vélocipède, qui est la forme originale, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui par troncation vélo. Il faut dire que certaines abréviations obtenues par troncation peuvent produire elles-mêmes d'autres formes par dérivation. Donc, on a ciné, qui est une forme tronquée à partir de cinéma et de cinématographe. On ajoute par dérivation le suffixe grec phile et on obtient le substantif cinéphile. Ou à partir d'auto, qui est une troncation d'automobile, on ajoute le mot route et on obtient la forme autoroute. Donc là, vous avez des exemples de dérivation, du procédé de dérivation qui est très connu, mais à partir de formes tronquées, donc des formes obtenues par troncation. Il y a aussi des cas de double troncation. C'est ce qu'on appelle, avec un mot un peu bizarre qu'on a inventé, les linguistes ont inventé, la compocation. L'exemple le plus typique est celui du mot informatique, qui est en réalité une fusion entre deux formes tronquées, c'est-à-dire information d'un côté et automatique de l'autre côté. Mais ce n'est pas le seul cas.
Il y a d'autres cas que nous utilisons toujours, mais peut-être sans savoir quelle est leur origine et qu'en réalité, il s'agit des troncations et des convocations. Par exemple, voiture, omnibus. Là, on a obtenu par synthèse, on a commencé à parler uniquement d'omnibus, d'où la forme obtenue par troncation, bus. Voiture, omnibus, omnibus. Omnibus, c'était un mot d'origine latine, ça signifiait des véhicules pour tout le monde, pour tous, omnibus. À partir de là, on est arrivé à la forme actuelle bus qui, à sa fois, a donné lieu à des formes composées telles que autobus, aérobus, et il y en a même d'autres que je ne vais pas évoquer maintenant. Il y a finalement des cas de composition savante, c'est-à-dire une composition mais à partir de formes reconstruites à partir de leur étymologie latine ou grecque. Par exemple, déflecteur est une forme qui n'existe pas même la racine flecteur, disons, n'existait pas en réalité dans la langue française médiévale. C'est une forme introduite de manière savante dans la langue moderne. C'est la même chose pour des formes qui ont un radical grec, une étymologie grecque, telles que télégraphe et thermomètre. Donc il s'agit de formes composées, mais des formes composées savantes. Et pour terminer cette première fiche, je voulais vous parler des phénomènes d'écrasement et d'ellipse. Ce sont des formes qui sont utilisées particulièrement dans la langue orale. L'écrasement, par exemple, lorsque, avec un pronom personnel qui se termine par une voyelle, on élimine la voyelle s'il y a ensuite un mot qui commence aussi par voyelle. Par exemple, ta à la place que de tu as. Ou l'ellipse dans laquelle on élimine une partie de l'expression. Je ne connais pas. Aujourd'hui, on dit tout simplement connais pas ou bien faut pas. Parfois, ces deux formes, écrasement et ellipse, sont combinées, comme par exemple dans l'expression orale je sais pas, qui serait à la place de je ne sais pas. Donc il y a tout d'abord une ellipse, c'est l'ellipse de la négation ne, mais il y a aussi une sorte de écrasement du je qui se combine avec le c'est suivant pour obtenir un son che, d'où l'expression je sais pas. Un autre exemple intéressant à voir est l'évolution orale de la forme seigneur médiévale, évidemment, hein. Donc c'est une graphie médiévale de la forme actuelle seigneur. Or, par synthèse, par simplification, à l'oral, on disait souvent sieur à la place de seigneur. Donc, on coupait la partie centrale du mot. À partir de sieur, auquel on ajoutait évidemment des possessifs tels que monsieur, on est arrivé à la forme écrasée, donc par écrasement, monsieur. Donc avec un M apostrophe suivi par la forme monsieur. Tout cela dans la langue orale, bien entendu, qui a toujours une exigence de synthèse beaucoup plus forte que la langue écrite. Aujourd'hui, la chose intéressante à remarquer, c'est que dans la prononciation, nous avons réintroduit le E qu'on avait perdu finalement. C'est un E muet, mais que, comme nous avons vu dans la dernière séance, a tendance aujourd'hui à être prononcé de manière E. Et c'est de là que vient effectivement la prononciation qui ne correspond pas parfaitement à la graphie. On écrit monsieur, mais on dit monsieur à cause de cette évolution de la langue orale. Donc, on passe maintenant à la dernière fiche dans laquelle je voudrais vous parler d'un autre phénomène typique de la langue orale, c'est-à-dire le besoin d'expressivité. Alors, la force sémantique des mots s'use assez rapidement et surtout dans les langages des jeunes, dans certains échanges verbaux, on a besoin des mots que ce soit forts, qui soient très expressifs. Par exemple, ce besoin d'expressivité est à l'origine des formes qui sont presque métaphoriques finalement, hein, telles que abîmer, qu'anciennement signifiait précipiter dans un abîme. Donc, ça avait un sens beaucoup plus fort. Ou alors la forme gâter, qui signifiait dévaster, et la forme charmer, qu'à l'origine signifiait ensorceler.
Tous ces formes, évidemment, sont entrées maintenant dans la langue habituelle et on a perdu la conscience de la force expressive que ces expressions avaient au début, au moment de leur introduction dans le lexique. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire des formes qu'on introduit continuellement, surtout dans le langage des jeunes, qu'on introduit continuellement pour donner plus d'expressivité à la langue orale, ont tendance à perdre leur force sémantique et à la faire, à l'atténuer et même à la neutraliser dans certains cas. On constate donc un phénomène qui est la conséquence de cette tendance, c'est-à-dire que le fait que des formes très expressives perdent de manière progressive leur force d'expression provoque un remplacement de plus en plus rapide de certaines formes, et en particulier dans le jargon des jeunes. Par exemple, si vous constatez le langage qu'on utilise pour exprimer l'idée de l'ennui, on augmente toujours les expressions en utilisant des métaphores toujours plus expressives parce qu'il s'agit d'un langage auquel on s'habitue facilement et donc on doit recourir toujours à des formes nouvelles. Donc on a aujourd'hui toute une série d'expressions qui sont utilisées pour indiquer l'ennui, par exemple barbant, assommant, rasant, rasoir, etc. Vous pouvez ajouter toutes les expressions que vous connaissez, mais cela, c'était pour vous donner une liste et pour vous montrer que, effectivement, là où la langue a besoin d'une force expressive, on est obligé de ajouter régulièrement de nouvelles formes lorsque les formes anciennes, qui étaient très expressives dès leurs origines, ont perdu leur force expressive. Une autre chose qu'on constate, je vous donne seulement un exemple, mais c'est une chose à laquelle on pourrait multiplier les exemples, c'est l'évolution sémantique péjorative, ce qui nous donne une petite histoire de l'évolution des mots. C'est-à-dire que, surtout au moment de la Révolution française, dans laquelle on a commencé à, à se prendre à certaines habitudes de l'aristocratie, certains mots qui étaient typiques du langage aristocratique, tels que gentil, qui signifiait précisément noble au Moyen Âge, mais aussi jusqu'à l'époque de la Révolution finalement, ou une forme telle que débonnaire, qui est en réalité une forme d'origine occitane qui signifie de bonne souche. Dans ces deux mots, étaient des mots très utilisés et de manière très positive par la noblesse. Eh bien, aujourd'hui, suite à la tendance à voir de manière un peu plus négative tous ceux qui avaient affaire avec l'aristocratie. Aujourd'hui, ces deux mots désignent en fait une sorte de bonté un peu niaise euh, et donc ont perdu leur attribution absolument positive pour assumer un sens qui est légèrement négatif ou en tout cas ironique, pour ainsi dire. Finalement, pour terminer avec l'évolution que les mots peuvent avoir, on a parfois des mots qui font partie à l'origine du langage technique, même technologique parfois, et qui commencent à être utilisés dans des métaphores. Donc à l'origine, c'est toujours la même chose. À l'origine, c'est la volonté de donner à l'expression orale un peu plus d'expressivité, et puis finalement, ces formes entrent dans un langage parfaitement régulier, normal et même un peu recherché. C'est le cas, par exemple, des expressions aguiller une conversation ou démarrer une recherche. Évidemment, aguiller et démarrer étaient des mots, des verbes qui étaient utilisés au début dans des domaines techniques spécifiques, mais qui ont été appliqués par métaphore donc à ces deux expressions et aujourd'hui sont couramment utilisés dans ces mêmes expressions. Pour finir, c'est la dernière chose que je vous dis pour la partie lexicale, je voulais juste vous montrer euh, la possible évolution sémantique d'un mot en fonction de sa position à l'intérieur de l'expression ou de la phrase. C'est encore une possibilité qui est offerte à la linguistique de multiplier les significations et les possibilités sémantiques d'un mot. Par exemple, le même mot, selon la position qu'il occupe dans une expression, peut avoir deux significations différentes. C'est le cas, par exemple, de sacré. Si vous dites un sacrément, le sens est différent de l'expression un mot sacré. Donc c'est le même mot sacré, mais qui assume deux significations différentes
en dépendance de la position qu'il occupe. Même chose pour l'adjectif grosse, par exemple. Si vous dites une grosse femme, le sens de grosse est complètement différent par rapport à l'expression une femme grosse. Donc, il y a là aussi le même adjectif, mais la position modifie la signification. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas perdre beaucoup de temps. C'est le moment maintenant de passer à la dernière partie consacrée à l'histoire externe. Et pour le lexique, c'est tout.